Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 22 février et voici les titres de l'actualité. Nous ferons un saut dans le temps avec Christian Maria, auteur de Grimaldi la Malizia, un ouvrage sur l'origine de la principauté. Monaco est en pleine préparation de son pavillon pour l'exposition universelle d'Osaka. Une de nos équipes est allée à la rencontre des 13 jeunes qui prendront la direction du Japon en avril prochain. Nous parlerons de ce qui est souvent qualifié comme le mal du siècle, l'insomnie et les troubles du sommeil avec un spécialiste en la matière, Charles-Antoine Archambault, avant la chronique US consacrée à l'exposition événement sur Anne Frank à l'occasion du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Mais d'abord, direction Courchevel, où un dîner caritatif s'est tenu jeudi dernier à l'Ineos Clubhouse. Autour du couple princier étaient réunis plus de 200 personnalités issues du monde du sport, de l'art et de l'économie, comme l'équipe de France de ski alpin. Une vente aux enchères et une tombola ont ponctué la soirée et l'intégralité des fonds collectés a été reversée à la Fondation Princesse Charlène et au Club des sports de Courchevel. L'objectif, soutenir leurs actions en faveur de la prévention de la noyade et du développement du sport auprès de la jeunesse. A noter que la station savoyarde accueillera plusieurs épreuves lors des JO d'hiver en 2030. Avis aux passionnés d'histoire, aux amoureux de la principauté et à tous les curieux. Pour tout savoir sur l'origine de Monaco, ne passez pas à côté de Grimaldi la Malizia. Cet ouvrage est paru en janvier aux éditions Elix et a été écrit par Christian Maria. Bonsoir. Je vous souhaite une bonne soirée également. La genèse de la principauté est tournée autour d'un personnage que nous connaissons bien, François Grimaldi. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout a commencé ? Alors, tout a commencé à Gênes, puisque François Grimaldi est un patricien génois. Il fait partie de l'albergo des Grimaldi. Une albergo, c'est une famille, c'est un clan médiéval, un peu comme une maison seigneuriale en Europe, mais avec quelques différences quand même, puisque la maison seigneuriale européenne est basée sur le sang, alors que l'albergo génoise est à la fois basée sur le sang des Grimaldi de père en fils, et également sur l'argent. Elle regroupe donc les Grimaldi, qui portent le prestigieux patronyme, mais elle regroupe également les affidés, les serviteurs, les artisans, les commerçants, les notaires, c'est-à-dire tout l'ensemble des personnes qui travaillent pour eux. Donc François Grimaldi est un patricien génois, et c'est un patricien génois qui s'est trouvé dans de telles circonstances qu'il est parti à la conquête du rocher de Monaco. Et comment avez-vous construit ce roman ? Alors, le roman est construit en partant de Gênes, en partant de Aurelia de Caretto. Aurelia de Caretto, c'est l'épouse de Lanfranco Grimaldi, qui est le chef de clan. Elle épouse Lanfranco à l'âge de 12 ans. Et un an plus tard, à l'âge de 13 ans, elle accouche de son premier garçon, qui est Régnier Grimaldi, Régnier Ier. Et cette Aurelia de Caretto a le même âge que François Grimaldi. Ensuite, les Grimaldi sont bannis. Ils sont bannis de Gênes par la République car il y a un conflit très intense entre le parti Guelf, qui est le parti des Grimaldi, et le parti Gibelin. Mais c'est le parti Gibelin qui a le dessus et ce sont les Gibelins qui chassent les Grimaldi de Monaco. Et c'est dans cette situation d'apatride que le clan des Grimaldi va chercher à conquérir le rocher. Est-ce que vous avez fait des découvertes surprenantes lors du processus de création du livre ? Alors, les découvertes sont au niveau de la présence des Grimaldi sur le rocher. Cette présence des Grimaldi n'a duré que 4 ans et 3 mois sur le rocher. Ensuite, ils l'ont rendu. Peut-être n'avait-il pas, dès le XIIIe siècle, l'idée de s'installer, de s'implanter durablement à Monaco. Et l'idée leur est venue ensuite. Donc, après ces 4 années passées sur le rocher, ils ont rendu le rocher parce qu'ils voulaient retourner à Gênes, ils voulaient retourner vivre dans leur patrie et ils voulaient également profiter à nouveau de ce fabuleux commerce européen qui produisait de très grandes richesses. Voilà, donc l'idée de devenir seigneur de Monaco et de s'installer durablement à Monaco est sans doute venue plus tard, au milieu du XIVe siècle, après Régnier Grimaldi. Une dernière question et peut-être la plus importante, où peut-on se procurer ce roman ? Alors, le roman a été édité par les éditions Elix du groupe Entreprendre. Il est distribué dans toutes les librairies de France et de Navarre. À Monaco également, il est en vente à la Fnac et il est en vente aussi directement dans toutes les librairies niçoises.
Très bien, merci beaucoup Christian Maria d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Monaco se prépare à marquer les esprits lors de l'exposition universelle d'Osaka au Japon. Elle ouvrira ses portes le 13 avril et accueillera les visiteurs pendant 6 mois, soit jusqu'au 13 octobre. C'est autour du thème imposé, concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain, que 13 jeunes de la principauté travaillent en ce moment à la préparation du pavillon monégasque en amont de leur grand départ. Fabien Bonilla et Lionel Bernardis sont allés à leur rencontre. Écoutez. On part le 1er avril, on arrivera le 2 avril sur place et on va commencer à travailler directement le 3. L'exposition ouvre que le 13, donc on va avoir une mise en place, des formations. Moi je serai en charge des relations publiques, donc accueil des délégations internationales et monégasques et visite des autres pavillons avec la commissaire générale et la commissaire générale adjointe. Donc ça va être très sympa en tout cas en termes de relations publiques. Pour moi ça va être une super expérience. Alors moi je vais être technicien polyvalent, donc je vais m'occuper de l'entretien du pavillon, que ce soit technique, ménage et équipementier. Et à côté je vais travailler avec l'équipe de communication, donc pour faire du montage, de la vidéo. Je viens de finir mes études en histoire médiévale là en juin et c'est vrai que j'avais eu des excellents retours de la part d'un ami qui avait participé à l'exposition de Dubaï et d'avoir vu l'offre d'emploi pour celle du Japon, ça m'a vraiment donné envie d'y participer, de découvrir une culture que je ne connais pas du tout. Et en plus, je pars avec mon frère, donc c'est vraiment une expérience unique de pouvoir partager ça avec son frère au Japon. Là, on va être une équipe de 13 sur place pendant 6 mois, à partager le même immeuble aussi, en coloc, et en plus travailler tous ensemble pour le pavillon de Monaco à Osaka. Donc ouais, une aventure intéressante parce que c'est beaucoup de rencontres et beaucoup de domaines qui se rassemblent au même endroit. Et aussi une expérience personnelle qui est très riche parce qu'on part vraiment à l'étranger pendant longtemps, c'est découvrir une culture aussi, donc c'est bien. Comment gérer le temps d'écran de nos enfants? L'hyperconnexion a des conséquences pour leur santé, leur développement et leur avenir, mais il est parfois difficile pour les parents de poser un cadre. Un outil a été conçu pour les aider. Il s'agit de la boîte à limites, mode d'emploi de ce jeu éducatif avec Sarah Villemain et Camille Caloni. C'est peut-être la solution des parents sur l'utilisation des écrans chez les enfants. Ce concept éducatif et ludique proposé par Natacha Didier, créatrice de la boîte à limites, accompagne les enfants et les parents dans la limitation des écrans. Mon moment écran, c'est plus un outil finalement qu'un jeu. C'est un outil qui va permettre aux enfants, avec l'aide des parents, de définir une règle. Parce que bien souvent, pour les écrans, on ne met pas trop en place de règles et les enfants ont tendance bien sûr un peu à abuser. Et l'idée, c'est que l'enfant puisse choisir les moments où il va pouvoir utiliser soit la console, soit la télévision, la tablette ou encore l'ordinateur. Proposé pour les enfants de 3 à 6 ans, mon moment écran s'utilise facilement grâce à ces magnettes. Et puis après, l'enfant va venir choisir, soit par exemple ce matin, je vais jouer un petit peu à la console de jeu, et puis avec l'aide de papa, maman, évidemment, on va choisir les 30 minutes. Donc c'est aux parents de choisir, de s'adapter en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de ce qui s'est fixé comme objectif. Natacha Didier a développé son projet avec l'aide d'associations, de professionnels de santé, notamment des psychologues, mais aussi avec de nombreuses familles, afin d'être sûre de son efficacité. Son efficacité, il aide déjà de nombreuses familles. Je le commercialise depuis 4 ans. Après, ce n'est pas un outil magique. On sait très bien qu'il faut que le parent décide de vouloir changer et déjà prenne une conscience que trop d'écrans, c'est pas bon pour la santé. Donc il ne s'agit pas de diaboliser les écrans, de les supprimer, mais il s'agit de trouver un équilibre. Pour les parents à la recherche d'un outil pour les aider à limiter le temps d'écran au sein de leur foyer, ces jeux éducatifs sont disponibles sur le site internet La Boîte à Limites. Il est important de limiter l'utilisation des écrans également pour améliorer la qualité de son sommeil. C'est de ce thème que nous allons traiter avec notre second invité, Charles-Antoine Archambault, expert en troubles du sommeil. Bonsoir. Bonsoir à vous. Quels sont les différents troubles du sommeil et les plus fréquents? Alors, il y a beaucoup de formes différentes de troubles du sommeil en fonction des âges. L'apnée du sommeil en est une, effectivement. Il y a aussi beaucoup, parfois, d'insomnie liée à l'anxiété, liée au travail, liée à notre monde aujourd'hui, qui nous pèse un petit peu et qui fait en sorte qu'on est amené à dérégler une ressource qui est quand même assez essentielle pour qu'on fonctionne bien, nous, humains. À partir de ce moment-là, c'est là que les choses commencent à devenir un petit peu plus compliquées dans nos vies.
Et comment est-ce qu'on peut les soigner, ces troubles, ou du moins les atténuer? Est-ce que vous conseillez par exemple l'homéopathie ou bien des traitements peut-être un peu plus poussés? Alors, pour moi, la première chose à faire, c'est simplement de reconnaître qu'il y a un problème. L'aide la plus fréquente qu'on va chercher assez instinctivement, c'est l'aide du médecin, qui est très bien. Le problème, c'est que le médecin souvent se met à prescrire des anxiolytiques, si les problèmes de sommeil sont liés à de l'anxiété, ou alors évidemment les fameuses petites pilules pour faire dormir. Nous, on a une vision beaucoup plus holistique de tout ça et on se dit que c'est quelque chose qu'on peut traiter de façon aussi assez naturelle. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande un petit peu d'adaptabilité et Dieu sait si nous, les adultes, on n'est pas très adaptables. Le sommeil pour enfants se travaille et les enfants montrent beaucoup plus d'adaptabilité dans ce qu'on va leur proposer dans le changement d'habitude. Pour les adultes, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Donc pour moi, la solution, elle est très facile de la rechercher dans les ressources qu'on a à disposition et qui sont naturelles d'abord. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de ces ressources naturelles qu'on pourrait utiliser? Alors, il faut aussi repartir du principe que je pense que le problème de ce sommeil, c'est en train de devenir le fléau du siècle. C'est un vrai problème de société parce que plus on avance et plus on a de travail en tant que consultant en sommeil, aussi bien pour les bébés que pour les adultes. Et ça, c'est juste notre monde qui change. Typiquement, les lumières bleues qui sont aussi contenues dans le soleil, par exemple. Donc, c'est quelque chose de naturel, la lumière bleue qui nous maintient éveillés dans la journée, qui permet au corps de bien travailler l'assimilation de vitamine D, par exemple. C'est quelque chose qui naturellement quitte la Terre le soir pour permettre à l'humain de mieux dormir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait le soir? On allume nos lumières, on allume les plafonniers dans le salon, on allume la télé, on regarde un film de 2 heures et après, on s'étonne que 5 minutes après, on n'arrive pas à s'endormir. Ça va aussi pour les téléphones. Il n'y a aucun écran, par exemple, qui peut fonctionner sans lumière bleue. Le mode avion est très bien, mais pour moi, c'est une excellente habitude de se dire, ma chambre, c'est fait pour dormir et c'est tout. Et du coup, je retire mon téléphone de ma chambre, vous n'allez rien rater du tout de décisif à 3 heures du matin en regardant votre téléphone. Et concernant l'alimentation? L'alimentation, oui, il y aurait plein de choses à dire. Évidemment, éviter les aliments trop sucrés le soir. Ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça aussi, c'est pas facile à réaliser parce que pour certains, finir le dîner du soir avec une petite touche sucrée, c'est toujours très agréable. Et on se tire un petit peu une balle dans le pied parce que tout ce qui va être chocolat et sucré va pas forcément nous aider. Un petit rappel, même si là aussi ça peut être adapté à chaque personne, combien d'heures un adulte et un enfant doivent-ils dormir par nuit pour être en pleine capacité? J'aurais tendance à estimer le fait qu'à partir de 8 heures de sommeil, ça commence à être pas trop mal. Ça commence à être à peu près acceptable. Ce qui veut aussi dire que le gros enjeu, c'est de se dire si je veux faire rentrer 8 heures de sommeil et que demain matin, je dois me lever à 6 heures pour prendre mon train, mon avion ou aller au travail, il faut éviter de se coucher à 2 heures du matin. Et les siestes chez l'adulte? Moi, je suis un grand aficionado de la sieste. J'essaye d'organiser mes journées de travail pour me laisser un petit temps de recharge au milieu de journée. Très souvent, désormais assez naturellement, je fais quoi? Peut-être 10-15 minutes où je m'éteins et hop, je me réveille tout seul, je mets plus de réveil. C'est un petit shot d'énergie pour couvrir les besoins de l'après-midi. Quelque chose qui aide souvent, c'est le déjeuner. Parce qu'après le déjeuner, on a souvent le coup de barre d'après-déjeuner où la plupart des gens, par exemple, pour des déjeuners d'affaires, se disent tiens, j'irais bien m'allonger un petit peu. Parfois, c'est pas possible. Si vous pouvez vous organiser une petite sieste, une petite recharge, power nap, on appelle ça. C'est hyper favorable parce que ça vous empêchera pas forcément de vous endormir le soir, mais ça va équilibrer un petit peu votre gestion de la journée et les énergies que vous avez dépensées et ça peut faire beaucoup de bien. Merci beaucoup Charles-Antoine Archambault d'avoir été avec nous ce soir. Avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu et bon sommeil à tous. Prenons la direction à présent de New York pour la chronique US consacrée ce samedi à une exposition événement autour de l'actualité, le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination Auschwitz-Birkenau. 6 millions de juifs européens y ont trouvé la mort et cette semaine, notre correspondante nous parle d'Anne Frank, jeune adolescente de 13 ans recluse sous l'occupation nazie. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir à vous. Oui, cette semaine, je reviens sur l'histoire de la jeune Anne Frank, puissant symbole du génocide nazi, par le biais d'une exposition historique qui vient de s'ouvrir à New York. Le grand public pourra notamment y découvrir l'annexe, l'appartement clandestin dans lequel Anne Frank et sa famille se sont cachés pour échapper aux nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. On regarde ce reportage. L'Holocauste raconté à travers l'histoire d'une adolescente devenue tristement célèbre, Anne Frank.
Cette exposition a été conçue pour s'adresser à toutes les générations. L'on suit la famille Franck, le père Otto, seul survivant, son épouse et ses 2 filles, Margot et Anne, à travers de nombreuses photos, des textes et des documents d'époque. So you're walking through the life of the Frank family from the 1920s in Frankfurt all the way through their forced migration into Amsterdam in 1933, 1934. What happened when the Nazis took control of Amsterdam, when they went into hiding, what that experience was like in hiding. You get introduced to the Holocaust in a way that helps offer context to the 6 million Jews who were murdered during the war. And of course 1.5 million Jewish children, Anne being among that group. We start with telling the story of Anne Frank, and we're really committed to making sure that people understand what happened to the 6 million. And so this effort, this installation has been designed for children ages 10 and up, but it's really something that resonates with adults as well. And we've seen from the youngest to the oldest visitors walking through and being equally moved and equally impacted. Pièce phare de cette exposition, la reconstitution de l'annexe, ce petit appartement clandestin qui abritait 8 personnes de confession juive de juillet 1942 à août 1944. Contrairement à la véritable maison d'Anne Frank dans la capitale néerlandaise, aujourd'hui devenue musée et qui, selon le souhait d'Otto Frank, est restée vide, ici, à New York, la maison est meublée comme elle l'était à l'époque, avec des répliques confectionnées selon les maquettes commandées par Otto Frank lui-même. So you have 130 original artifacts that are on view here that have never been on view before. These were not artifacts that came off of view in Amsterdam. This was material that was part of the collection that's used to amplify the story here. The replica of the secret annex, the 5 rooms that the family and the others in hiding spent 2 years, that is one section of this exhibition, complemented by understanding the legacy, understanding what Otto's return back to Amsterdam was after he was liberated as the sole survivor. C'est dans ce petit appartement qu'Anne Frank a écrit son journal. Elle y racontait son quotidien, aujourd'hui traduit dans plus de 70 langues et vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. En cette année de commémoration, cette exposition est une porte pour se souvenir du passé, mais aussi un rappel indispensable à agir pour le présent et le futur contre toutes les formes de haine. Transmettre l'histoire pour ne pas oublier. En sport, hier soir, 8 nouvelles équipes ont décroché leur billet pour l'Eurobasket 2025. Parmi elles, la France a validé sa qualification en battant la Croatie à Zadar, mais aussi la Bosnie-Herzégovine, la Grande-Bretagne, la République tchèque, la Serbie, la Géorgie, l'Estonie et le Portugal. Encore 20 matchs sont à jouer demain et lundi pour terminer cette phase de qualification. Prochain rendez-vous pour les Bleus qui, pour rappel, comptent dans leur rang des Roca Boys, Mathieu Strazel et Elio Kobo. Lundi soir, face à la Bosnie-Herzégovine, une rencontre sans enjeu particulier, vous l'aurez compris. Avant de refermer ce journal, un peu de légèreté avec cette tendance des brunchs qui s'est emparée de la principauté. Peut-être allez-vous en profiter d'ailleurs ce dimanche, notamment au Méridien Beach Plaza et au Monte Carlo Bay. Les 2 établissements ont imaginé des menus sucrés-salés qui risquent de vous ouvrir l'appétit à la vue de ce reportage. Il est signé Émilie Flamin, Marie Bonnet-Blanc, Camille Caloni et Alex Avial. Avec son cadre idyllique, le Monte Carlo Bay est le lieu idéal pour bruncher. Placé sous le signe de la célèbre maison de champagne Tétinger, la Champagne Brunch Party, proposée chaque dimanche dans l'espace Calypso, offre une sélection de saveurs sucrées et salées, renouvelées chaque semaine par le chef étoilé Marcel Ravin. Nous proposons des fruits de mer et aussi toute une... C'est très diversifié aussi sur la partie salade, la partie apéritive aussi, puisque nous avons un banc de salade où vous choisissez la salade que vous voulez, on vous la compose. On a toujours souhaité d'avoir cette forme de générosité, que les gens, quand ils viennent là, qu'ils puissent pouvoir passer un moment en famille, entre amis, et se dire, eh ben, on a fait un joli déjeuner, qui plus est, inclut un accord champagne. Côté dessert, vous succomberez aux tartes fruitées, au Saint-Honoré ou encore au délicieux Paris-Brest. Toutes les envies sont assouvies au prix de 135 € pour les adultes. Et pour accompagner ce délicieux moment, un trio musical acoustique déambule entre les tables. À 2 pas de là, l'hôtel Méridien propose une version belge du brunch dans sa brasserie Smaklek, ouverte il y a 1 an. Ici, l'odeur des gaufres est simplement irrésistible.
Pour moi, c'est la gastronomie des chefs. On a un chef qui s'appelle Laurent Collin, qui est notre directeur culinaire, qui est assisté d'Alexandre Lamboré, qui est chef des restaurants Smaklik et Muse, qui nous concocte des cuisines de tradition, mais surtout avec une connotation belge, avec bien sûr aussi française. Aujourd'hui, par exemple, on a de la côte de bœuf, on a des pâtes à la truffe. Voilà. C'est vraiment varié et on essaie de tous les 1 mois ou tous les 2 mois de se renouveler parce qu'un brunch, c'est aussi le renouvellement. Le brunch, c'est le renouvellement et ça, les 2 établissements l'ont bien compris. Ils savent aussi que pour séduire les parents, il faut d'abord combler les enfants. On a un très très joli corner pour les enfants avec un pâtissier, un chef pâtissier, Julien Beaulieu, qui vient lui-même faire des connotations un petit peu sucrées. Donc pour aujourd'hui, ça va être par exemple des sucettes. Donc les enfants vont constituer leur propre sucette. Le meilleur brunch de la Côte d'Azur, à vous d'en juger. L'établissement SBM vous accueille tous les dimanches à partir de 12h30 et le Méridien à partir de midi avec sa formule à 85 €. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo présentées par Marie Bonnet-Blanc. Mais juste avant, les photos du jour, elles sont consacrées aux gymnastes de l'Étoile de Monaco. Ils étaient ce samedi en compétition face à Franconville à la ZAC Saint-Antoine dans le cadre du dernier match de poule de top 12. L'équipe gagnante ira en demi-finale. Nous reviendrons bien sûr sur les résultats demain dans le JT de 18h30. D'ici là, excellente soirée. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire le point sur le temps de demain. Malheureusement, le ciel devrait rester couvert et nuageux. Côté température, elles seront douces. Il fera 12 degrés dans la matinée et jusqu'à 14 degrés dans l'après-midi. Et demain, nous serons le 54e jour de l'année et nous fêterons la Saint-Lazare avec son célèbre dicton. Souvent, à la Saint-Lazare, le froid gagne ou file à la montagne. Au vu des températures plutôt agréables, on dirait bien que le froid a pris le chemin de la montagne. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.